Bonjour et bienvenue sur Résistance Historique. Nous allons aujourd'hui évoquer la vie d'un illustre auteur français à l'imagination sans limite. Jules Verne, puisque c'est de lui dont il s'agit, est considéré comme le père français de la science-fiction. C'est l'auteur des Voyages extraordinaires, recueil de 54 livres où l'impossible paraît possible à l'époque des grands progrès scientifiques. Je vous laisse embarquer avec moi dans l'une de ces machines volantes pour admirer les paysages de sa brillante vie. Jules Verne naît à Nantes le 8 février 1828. Son père, Pierre Verne, est avoué et sa mère, Sophie Alotte de la Fuye, est issue d'une famille d'armateurs nantais. C'est l'aîné d'une famille de 5 enfants. Destiné à embrasser comme son père une carrière juridique, il suit des études de droit à Nantes puis à Paris. Son goût pour la littérature le pousse à écrire quelques poèmes. Petit à petit, l'envie de devenir écrivain se fait plus pressante. Il rencontre les Dumas père et fils, et en 1850, avec leur soutien, Jules Verne parvient à faire jouer sa comédie Paille rompue, qui connaît un certain succès. Il se lance dans un travail d'écriture, rédige des pièces de théâtre et des nouvelles, et abandonne définitivement le métier d'avoué. En 1856, il fait la connaissance d'Honorine Meurel à Amiens. Il épouse cette jeune veuve et mère de 2 filles l'année suivante. Ils ont un fils, Michel Verne, en 1861. Jules Verne, afin de faire vivre sa famille, devient agent de change à la Bourse de Paris. En 1862, Jules Verne rencontre un éditeur du nom de Pierre-Jules Hetzel. Il lui propose un manuscrit intitulé Voyage en l'air. Ce dernier est publié 1 an plus tard, sous le titre de 5 semaines en ballon. Il connaît un grand succès et devient le premier volume des Voyages extraordinaires. C'est le début d'une longue collaboration et d'une longue amitié entre Verne et Hetzel. En 1864, Jules Verne rédige Voyage au centre de la Terre, qui sort 1 an plus tard en première édition, puis est publié une seconde fois en 1867. De la Terre à la Lune est édité en feuilleton dans le Journal des débats durant l'année 1865. En 1871, il part s'installer à Amiens, la ville d'origine de sa femme. Jules Verne écrit cette année-là Le Tour du monde en 80 jours, qui sera publié l'année suivante. Cette œuvre reçoit les acclamations du public. 1886 est une année sombre pour Jules Verne, il est victime de la folie de son neveu, qui lui tire dessus avec un revolver. Touché à la jambe, il boitera pour le reste de sa vie. Quelques jours plus tard, son éditeur Hetzel décède. En 1888, Jules Verne devient conseiller municipal d'Amiens. Parallèlement à ses fonctions, il continue d'écrire. Il publie l'année suivante Famille sans nom et Sans dessus-dessous. La santé de Jules Verne se fait de plus en plus fragile. À ses blessures à la jambe, qui ne le laissent jamais en paix, s'ajoutent la cataracte et le diabète. Le 24 mars 1905, Jules Verne meurt suite à une crise de diabète. Près de 5000 personnes assistent à ses funérailles au cimetière de la Madeleine à Amiens. Après sa mort, son fils Michel Verne publie plusieurs livres qu'il a parfois remaniés. Celui que beaucoup considèrent comme le père français de la science-fiction laisse derrière lui de très nombreuses œuvres. Ces livres ont marqué ce genre littéraire et la littérature française en général. Le Nautilus, le sous-marin fictif de 20 000 lieues sous les mers, livre sorti en 1869, est très certainement l'une des créations les plus célèbres de Jules Verne. Dans l'imaginaire du roman, il s'agit d'un sous-marin extrêmement avancé, compact et puissant, qui utilise l'électricité pour fonctionner, alors que celle-ci n'en est qu'à ses balbutiements. C'est en 1880 que les ingénieurs ont commencé à construire des sous-marins fonctionnels qui utilisaient alors la même technologie que celle imaginée par l'écrivain pour plonger et émaner des océans. C'est finalement en 1887 que le premier sous-marin électrique fut lancé par la marine espagnole. Dans son roman Robur le Conquérant, paru en 1886, Jules Verne conte l'histoire de Robur, un inventeur brillant qui provoque la colère des membres du Weldon Institute, un club rassemblant tous ceux qui pouvaient s'intéresser à l'aérostatique en disant que l'avenir appartient non pas aux ballons mais aux machines volantes. Il construit alors l'Albatros, une machine volante mue par l'électricité, et emmène 2 des membres du club dans un périple autour du monde à bord de son invention. C'est justement cet engin qui est le gigantesque prédécesseur de l'hélicoptère, puisqu'il consiste en une plateforme s'envolant grâce à des hélices tenues en parallèle au sol. Dans son livre De la Terre à la Lune, paru en 1865, Jules Verne raconte l'histoire des hommes du Gun Club de Baltimore, qui, après la fin de la guerre de sécession, et s'ennuyant par manque d'activité, ont l'idée d'embarquer pour la Lune. Alors que la méthode de lancement est quelque peu originale, elle consiste en un long canon disposé sur une colline de Floride, beaucoup d'autres aspects imaginés par l'écrivain sont particulièrement proches de la réalité. Comme lors du premier lancement sur la Lune en 1965, le vaisseau imaginé par Jules Verne était fait d'aluminium, transportait 3 astronautes, et le livre contenait même des détails particulièrement précis sur l'effet de la gravité zéro sur le corps humain. Beaucoup des inventions de Jules Verne étaient détenues par des personnages qui n'auraient probablement pas dû y avoir accès. Ainsi, dans son livre Face au drapeau, paru en 1896, l'écrivain imaginait le fulgurateur
une arme de destruction massive sans précédent, créée par le personnage Thomas Roche. Il consiste en un projectile chargé d'un explosif très puissant qui, une fois disposé sur un chevalet et après avoir réglé sa disposition de visée, s'élance jusqu'à une distance de plusieurs kilomètres avant d'exploser. Le fulgurateur est le cousin des missiles guidés que nous connaissons à notre époque et qui ont été utilisés pour la première fois par le Troisième Reich durant la Seconde Guerre mondiale. L'œuvre de Jules Verne se suffit à elle-même et elle a changé le monde aussi bien directement qu'indirectement. C'est un de ses disciples allemands, Kurt Laswitz, qui, dans une de ses nouvelles de science-fiction, Le diable qui emporta le professeur, a contribué à donner à Einstein l'idée de la théorie de la relativité. Sur le plan de l'invention pratique, Jules Verne a inspiré et inspire encore des milliers d'ingénieurs. Simon Lake, qui perfectionna les sous-marins, Alberto Santos Dumont, qui se passionna pour les dirigeables, Édouard Belin, qui inventa la transmission des images à distance, Juan de la Cierva, qui créa l'autogire, ont reconnu avoir puisé leur inspiration ou leur passion chez Jules Verne. Il en est de même des explorateurs Wilkins, Casteret, Byrd et bien d'autres. Tolstoï et Tourguenieff l'admiraient, Jules Verne fit rêver Tsiolkovsky, le père de l'astronautique. Mais si le monde a changé grâce à lui, il a surtout laissé un univers de rêve plus beau que le réel. Il suffit de comparer la brève vision qu'ont de notre satellite les passagers de l'obus lunaire avec les tristes espaces morts découverts par les astronautes de 1969 pour être convaincu de la supériorité du monde de Jules Verne. Phénomène unique dans les lettres françaises et rare dans la littérature mondiale, Jules Verne est un écrivain international. Ses personnages sont aussi bien africains qu'américains, hongrois que russes, anglais qu'allemands. Tous sont décrits avec sympathie et compréhension. Aussi Jules Verne est-il devenu prodigieusement populaire aussi bien à l'étranger qu'en France. Le philosophe allemand Hermann Kesserling déclarait en 1930 que Jules Verne était l'un des 3 écrivains français ayant le plus influencé la pensée allemande. En Union soviétique, Jules Verne fut un écrivain national. Aux États-Unis, son œuvre est abondamment rééditée et nombre de films et d'émissions de télévision ont adapté ses récits. Les principaux thèmes de l'œuvre de Jules Verne dépassent singulièrement le simple propos qu'on lui assigne souvent, le divertissement de la jeunesse. Au cœur des œuvres de la période optimiste, comme de celle de l'époque plus désenchantée de la fin de sa vie, gît un irrépressible besoin de liberté et de libération. Le plus bel exemple est Matthias Sandorf, évocation d'une grande figure de patriote hongrois, mais aussi de défenseur des peuples opprimés, à qui on peut écrire en mettant simplement sur l'enveloppe « Comte Matthias Sandorf à la grâce de Dieu ». Cet aspect révolutionnaire subsistera chez Verne jusqu'à la fin, notamment dans son œuvre la plus contestataire et la plus amère, Les naufragés du Jonathan, publié en 1909. C'est à lui qu'est profondément lié le thème du monde souterrain, qui apparaît dès le début de l'œuvre dans Voyage au centre de la Terre. Il est admirablement développé dans Les Indes noires, en 1877, avec cette mine anglaise hantée où se produisent des événements apparemment inexplicables, provoqués par un mineur poussé au désespoir. L'intérieur de la Terre est infiniment plus difficile à atteindre que l'espace. Il figure tout ce que l'homme, dans la nature ou dans son univers intérieur, ne peut saisir qu'à travers des signes non immédiatement compréhensibles. La plus grande partie de l'œuvre de Verne est consacrée à l'exploration. Exploration à pied, à cheval, en ballon et même dans un obus interplanétaire qui fait le tour de la Lune, dont la trajectoire est corrigée par des fusées. Mais ce désir d'étendre le champ d'action de l'homme s'accompagne d'une conscience aiguë des dangers que recèlent les découvertes scientifiques, ainsi que d'une angoisse secrète devant la soudaineté et l'ampleur des catastrophes naturelles. Cet envers de la science, qui apparaît pour la première fois sur le mode comique dans le Dr Ox en 1874, où ce dernier se borne à augmenter la proportion d'oxygène dans l'atmosphère d'un petit village, sera bien plus pessimiste dans la nouvelle L'éternel Adam en 1910. Un glissement de continent détruit la civilisation moderne, et c'est avec beaucoup de difficultés que les savants d'une civilisation future arrivent à l'hypothèse qu'une civilisation avancée les a précédés. Verne vécut à l'époque de grands progrès, comme l'électricité, le téléphone, le télégraphe, les chemins de fer et les machines à vapeur. Il est parfois, à tort, considéré comme un romancier pour enfants ou un écrivain scientifique. Mais il était plus que ça. Il avait le génie de rendre vraisemblable ce qui ne l'était pas. Jules Verne laisse derrière lui une œuvre riche, d'une extraordinaire créativité. C'est l'un des premiers auteurs à mêler avec autant de succès science-fiction, aventure et fantastique. Son intérêt pour la science et le fait qu'il aborde dans ses romans des thèmes qui se concrétiseront dans le courant du XXe siècle, le voyage sur la Lune, les sous-marins, lui confèrent un statut de visionnaire. Ces romans seront fréquemment adaptés au cinéma, leur récit à grand spectacle se prêtant parfaitement aux productions hollywoodiennes. Ces personnages sont des icônes de l'imaginaire populaire, tels Phileas Fogg, le capitaine Nemo ou Michel Strogoff. Les œuvres de Jules Verne sont traduites dans toutes les langues, une véritable consécration. L'année 2005 fut déclarée année Jules Verne à l'occasion du centenaire de la mort de l'auteur. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis
à bientôt sur Résistance Historique.